À Noël, mes parents ont dépensé 15 800 $ sur ma carte de crédit pour envoyer ma sœur faire une croisière de luxe. Ma mère a ri et a dit, de toute façon, tu ne vas jamais nulle part. J'ai juste répondu, profitez bien de votre voyage. Pendant qu'ils étaient partis, j'ai vendu la maison où ils vivaient gratuitement. Quand ils sont rentrés, chez eux. Mon téléphone, 50 appels manqués. La veille de Noël, j'étais assise seule dans mon minuscule appartement de Raleigh, écoutant le son étouffé de mes voisins chantant des chants de Noël à travers les murs fins, lorsque mon téléphone a vibré avec une alerte bancaire qui m'a retourné l'estomac. Alerte, une charge de 15 800 $ a été portée à votre carte de crédit. J'ai fixé la notification, attendant qu'elle ait un sens, qu'elle se réorganise en quelque chose de logique. Ma carte était dans mon portefeuille, je ne l'avais pas utilisée depuis 2 jours. J'ai ouvert l'email et c'était là, un forfait de croisière de luxe dans les Caraïbes, suite avec balcon, surclassement spa, excursion privée, 4 passagers. Avant que je puisse respirer, mon téléphone s'est de nouveau allumé avec un appel entrant. Le rire de ma mère a inondé le haut-parleur, fort et aigu, mêlé au tintement des verres et au vent de l'océan. Mara, ne panique pas. De toute façon, tu ne vas jamais nulle part. Aubrey mérite quelque chose de bien. Mon père a crié en arrière-plan, on y va tous. Joyeux Noël et merci de couvrir les frais. Puis Aubrey, gloussant, sa voix dégoulinant de ce droit qu'on lui avait pratiquement inculqué, j'espère que ça ne te dérange pas, sœurette. Cette croisière va changer ma vie. L'appel s'est terminé par la dernière pique de ma mère, un rejet imbibé de rire. Détends-toi. Ce qui est à toi est à nous. Je suis restée assise dans la lueur des lumières de Noël, réalisant que ma propre famille m'avait volé et célébré en le faisant. Je n'ai pas bougé pendant un long moment. Je suis restée assise là, à la petite table de cuisine de l'appartement dans lequel j'avais été forcée d'emménager après que mes parents aient revendiqué ma maison comme leur sanctuaire. Dehors, les enfants de quelqu'un construisaient un bonhomme de neige et le bourdonnement du trafic des fêtes flottait, joyeux et chaleureux. À l'intérieur, tout semblait gelé, mon souffle, mes pensées, l'espace autour de moi. 15 800 $. Le nombre pulsait dans mon esprit comme une ecchymose. Ils n'ont même pas demandé. Ils ne m'ont pas prévenu. Ils ne m'ont pas incluse. La chaleur qui se dégageait habituellement de ce quartier la veille de Noël, les biscuits qui cuisaient à côté, les rires lointains, le sentiment de célébration partagée, tout cela me semblait être quelque chose que je regardais derrière une vitre. Je n'arrêtais pas de voir la confirmation de la croisière dans ma boîte de réception, les 4 noms inscrits sur la réservation, Carl Jensen, Diana Jensen, Aubrey Jensen et invité 4 minutes, que je supposais être la dernière situation d'Aubrey, un homme qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 semaines, mais qui méritait en quelque sorte une suite de luxe avec balcon sur ma carte. J'ai fermé les yeux, expirant lentement, essayant d'empêcher mon cœur de s'emballer. Ce n'était pas nouveau, pas vraiment. C'était scandaleux, oui, mais pas surprenant. Ma famille avait passé la majeure partie de ma vie à me conditionner à accepter d'être utilisée. J'étais la fiable, la responsable, la fille qui ne dirait pas non. Je me suis levé, j'ai attrapé mon manteau et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la neige tomber sur le parking. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais couvert les bêtises d'Aubrey, l'avais sorti d'affaires financièrement, aidé mes parents quand ils demandaient juste un petit peu d'aide. Je me suis souvenu des nuits où j'étais resté éveillé tard à refaire mon budget pour pouvoir payer à la fois mes factures et les leurs. Je me suis souvenu d'avoir déménagé de ma propre maison, ma maison de 3 chambres à Raleigh que j'avais achetée à 28 ans, parce qu'ils m'avaient dit que ma présence perturbait leur routine. Je me suis souvenu de la façon dont ils se promenaient dans ma maison comme s'ils en étaient les propriétaires, déplaçant les meubles, repeignant les murs, remplaçant mes photos par des photos d'Aubrey à des concours, des remises de diplômes, des vacances. Je me suis souvenu de signer l'hypothèque chaque mois tout en vivant dans un logement de 75 mètres carrés en location. Mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois un texto de Diana. Ne t'inquiète pas, on prendra bien soin de la maison pendant notre absence. Ma maison. Celle que j'avais achetée. Celle où je prévoyais de construire un avenir. Celle qu'ils avaient transformée en un sanctuaire pour Aubrey et traitée comme un domaine familial auquel ils avaient droit. La façon dont elle l'a écrit, comme si elle leur appartenait, comme si je devais être reconnaissante qu'ils l'occupent, m'a frappé plus durement que la charge sur ma carte. Je me suis rassise, posant le téléphone écran vers le bas sur la table, sentant quelque chose changer en moi. Pas de la colère, pas le mélange habituel de culpabilité et de frustration.
Quelque chose de plus froid, de plus clair, une sorte de sobriété émotionnelle que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'imaginais pas les choses. Je ne réagissais pas de manière excessive. C'était de l'exploitation. Ça l'avait toujours été. Et pour la première fois, au lieu d'essayer de le justifier, de le rationaliser ou de l'excuser, j'ai simplement laissé la vérité s'installer. Je me suis levé et je me suis dirigé vers l'étroite bibliothèque où je gardais mes vieux journaux. J'ai ouvert le dernier, j'ai tourné à la page blanche la plus récente et j'ai écrit une seule phrase, « Il ne me voit pas comme une famille, il me voit comme une ressource ». Les mots semblaient lourds et libérateurs à la fois. C'était la première chose honnête que je me disais depuis des années. En fermant le journal, j'ai regardé l'appartement une dernière fois. Les comptoirs ébréchés, les lumières tamisées, l'espace exigu que je n'avais jamais voulu mais que j'avais accepté parce que mes parents m'avaient dit que je devais le faire. Et puis je suis retourné à mon ordinateur portable, je l'ai ouvert et j'ai tapé dans la barre de recherche, « Comment vendre une maison rapidement à Raleigh, NC ». L'écran m'a renvoyé sa lueur, illuminant la nouvelle résolution qui prenait forme dans ma poitrine. S'ils voulaient me traiter comme un distributeur automatique, alors ils allaient apprendre ce qui se passait quand la machine cessait de distribuer. Je me suis réveillé le lendemain de Noël avec la même pression creuse sur la poitrine, celle qui donnait l'impression que respirer, c'était avaler de l'air froid. Pendant une brève seconde, j'ai oublié ce qui s'était passé. Puis le souvenir des 15 800 $ disparaissant de ma carte de crédit est revenu en force. La trahison n'était pas nouvelle, mais son ampleur rendait tout plus net, plus froid et douloureusement familier. Cela m'a rappelé chaque moment de mon enfance où mes besoins étaient traités comme un bruit de fond. J'ai préparé du café et je me suis de nouveau assise à la petite table, enroulant mes mains autour de la tasse chaude. L'amertume m'a ancré, me ramenant au présent. Mais mon esprit refusait de rester ici. Il m'a entraîné dans le passé, à Charleston, en Caroline du Sud, où tout ce conditionnement a commencé. J'ai grandi dans une petite maison à 2 étages avec des volets bleus et une balançoire que mon père réparait chaque printemps. Elle avait l'air parfaite de l'extérieur, mais l'intérieur était un spectacle à sens unique mettant en vedette ma sœur Aubrey, l'enfant prodige de la famille Jensen. Aubrey est née 2 ans après moi, toute boucle blonde et yeux bleus vifs, tout ce que ma mère aimait exhiber. C'est notre petite étoile, disait Diana aux voisins, à la famille, aux inconnus à l'épicerie. J'étais la silencieuse, la pratique, celle qui donnait son argent de poche quand les fins de mois étaient difficiles ou qui nettoyait après le dîner de Noël pendant que tout le monde faisait la sieste. Aubrey dansait, brillait, souriait. Je travaillais. C'était la dynamique depuis le début. Je me souviens clairement d'un Noël. Aubrey avait 7 ans, j'en avais 9. Elle a déballé une maison de rêve Barbie à plusieurs étages, complète avec l'ascenseur et la voiture décapotable. J'ai ouvert mon cadeau pour trouver un kit de bricolage à prix réduit dont la moitié des tubes de peinture étaient déjà fissurés. Ma mère a dit, « Tu aimes l'art, n'est-ce pas ?» et est retournée regarder Aubrey pousser des cris de joie. C'est cette année-là que j'ai appris à ne pas m'attendre à les quitter, surtout pas pendant les vacances. Les anniversaires n'étaient pas très différents. Quand Aubrey a eu 8 ans, elle a eu un vélo rose tout neuf avec des serpentins sur le guidon. Quand j'ai eu 10 ans, mes parents ont dit que l'argent était serré, mais que je pouvais emprunter le vélo d'Aubrey quand elle ne l'utilisait pas. Elle l'utilisait toujours. Et quand elle a finalement fait une crise de colère en voulant de nouveau le vélo pour elle toute seule, mon père m'a dit doucement, « Tu dois donner le bon exemple, tu es plus âgé. » C'est devenu mon identité, l'exemple, l'aide, celle qui comprenait, celle qui n'avait pas besoin d'autant. J'ai eu des emplois à temps partiel dès que j'ai eu l'âge légal, babysitting, ensachage à l'épicerie, service dans les restaurants, pour acheter mes propres fournitures scolaires, mes vêtements, même mon premier téléphone. Mes parents louaient mon indépendance, mais ils s'assuraient qu'Aubrey n'en développe aucune. Ils ont payé ses frais d'inscription à l'université, son assurance auto, son voyage de fin d'études. Quand elle s'est fait prendre à voler à l'étalage à 13 ans, mes parents l'ont protégée si farouchement qu'on aurait dit qu'elle était la victime. Quand mes notes ont baissé parce que je jonglais entre l'école et le travail, Diana a dit, « Tu t'en sortiras, tu t'en sors toujours. » Je pensais qu'il croyait en moi. Maintenant, je sais qu'il comptait sur moi. Je me souviens avoir entendu Diana parler à une voisine quand j'avais 16 ans. Aubrey a un avenir si brillant devant elle, a-t-elle dit fièrement. Mara s'en sortira, elle n'a pas besoin de grand-chose. Je suis resté figé dans les escaliers, m'entendant réduite à une simple place réservée, quelqu'un qui devait survivre avec des miettes d'attention, quelqu'un dont les rêves ne nécessitaient aucun investissement.
C'est la première fois que quelque chose s'est fissuré en moi. L'université n'a fait qu'accentuer le contraste. J'ai fréquenté une université d'État grâce à des bourses et 3 emplois à temps partiel. Aubrey est allée dans un institut d'art privé parce qu'elle avait besoin du bon environnement pour s'épanouir. Ils lui rendaient visite tous les mois, ils ne m'ont jamais rendu visite. Quand j'ai demandé à mon père pourquoi, il a dit « Tu es forte, tu n'as pas besoin qu'on te couve ». Traduction, Aubrey avait besoin d'être tenue par la main, moi, de rien. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un emploi stable dans un cabinet d'audit et j'ai commencé à envoyer de l'argent à la maison chaque fois que Karl prétendait avoir besoin d'aide. Aubrey a rebondi entre l'école de cosmétologie, le commerce de détail de boutique, le blog de voyage, chaque phase se terminant par un désastre financier, chaque désastre amorti par mes parents et mes économies. Diana me rappelait constamment, la famille s'entraide. Drôle comme famille et signifiait toujours moi qui me sacrifiais, eux qui recevaient. Le plus grand changement est survenu lorsque j'ai acheté ma maison à Raleigh. J'en étais fier, 3 chambres, un jardin clôturé, du parquet dans le salon. C'était la première chose que j'avais jamais eue qui ressemblait à une récompense pour des années de labeur solitaire. Puis Karl a perdu son emploi. Diana a appelé en pleurant, prétendant qu'il serait sans abri. Ils avaient besoin de 6 mois, maximum. J'ai dit oui, parce que c'était mon rôle. 6 mois sont devenus 1 an est devenu 3. Ma maison s'est lentement transformée en quelque chose qui les reflétait, pas moi. Les photos d'Aubrey remplissaient les murs, ma mère a transformé la 2e chambre en son atelier de bricolage, Karl a utilisé le garage comme son atelier personnel. Quand j'ai suggéré de réemménager dans ma propre maison, Diana a haussé un sourcil et a dit « Mara, ne perturbe pas notre routine. Tu as ton propre logement. » Le pire, c'est que je l'ai accepté. J'ai gardé la paix. Je me suis laissé effacer dans ma propre maison. Assise à ma petite table d'appartement maintenant, je sentais le poids de toutes ces années se déposer comme de la poussière sur ma peau. La charge de la croisière n'était pas la première trahison, c'était la goutte d'eau dans une vie entière de trahison. Je fixais la vapeur qui s'élevait de mon café, pensant à quel point il était étrange d'avoir 32 ans et de réaliser seulement maintenant que ma famille ne m'avait jamais vu. Pas vraiment. Ils voyaient ce que je faisais pour eux, ce que je fournissais, à quel point je me plaignais peu. J'ai ouvert mon journal à la phrase que j'avais écrite la veille, « Ils ne me voient pas comme une famille, ils me voient comme une ressource ». J'ai ajouté une 2e ligne en dessous, « Je mérite une vie où je compte ». Les mots ne semblaient pas dramatiques, ils semblaient attendus depuis longtemps. J'ai fermé le journal, je me suis levé et j'ai pris une lente inspiration. Si je ne changeais pas le schéma maintenant, je savais avec une clarté absolue qu'il ne le ferait jamais. Je suis retourné à la maison le lendemain de Noël, serrant un peu trop fort le volant en tournant dans le cul-de-sac tranquille. La rue avait l'air exactement comme toujours, des vélos d'enfants sur les porches, des couronnes sur les portes, une légère odeur de pain flottant de la cheminée de quelqu'un. Mais en m'engageant dans l'allée de ma propre maison, l'endroit même où j'avais autrefois imaginé construire un avenir, quelque chose en moi se sentit étranger et malvenu. Mes parents étaient toujours en croisière, donc la maison était silencieuse, les stores baissés, les lumières éteintes. Je suis entré avec la clé de rechange que je n'avais jamais rendue, pénétrant dans le silence qui aurait dû être le mien, mais qui ne l'était pas. L'air sentait les diffuseurs de lavande de ma mère, ce qui me donnait toujours mal à la tête. Les bottes de mon père étaient près du banc du couloir, couvertes de boue qu'il ne prenait jamais la peine de nettoyer. Une écharpe scintillante, celle d'Aubrey, était drapée sur le bras de mon vieux canapé. J'ai traversé l'entrée et je me suis senti comme une intruse dans un endroit que je payais, une invitée dans la maison que j'avais choisie avec amour pour moi-même 3 ans plus tôt. Quand mes parents m'ont supplié de les laisser rester, cette maison avait l'air différente. Elle était chaleureuse, pleine d'espoir, un symbole de tout ce pourquoi j'avais travaillé, à travers l'université, les longues nuits à mon cabinet d'audit, les sacrifices auxquels je n'avais pas réfléchi à 2 fois. Ils ont pleuré en emménageant, prétendant qu'ils avaient tout perdu et n'avaient personne d'autre. Juste 6 mois, Mara, avait-il promis, 1 an tout au plus, jusqu'à ce que ton père se remette sur pied. Je les ai crus parce que je voulais y croire, parce que les filles comme moi veulent toujours y croire. 6 mois se sont transformés en années si tranquillement que je n'ai pas remarqué le moment exact où la maison a cessé de m'appartenir. Cela a commencé par de petites choses, ma mère demandant si elle pouvait déplacer ses fournitures de bricolage dans la chambre d'amis, mon père rangeant juste quelques outils dans le garage. Puis les petites choses ont grandi. Mon bureau est devenu la penderie d'Aubrey quand elle avait besoin d'espace pour se trouver,
ma chambre principale a été transformée en salle de méditation pour Diana parce qu'elle avait besoin de paix pour ses nerfs. Mes photos ont été décrochées des murs et remplacées par des clichés d'Aubrey posant sur des plages, à des concerts, lors de voyages dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai descendu le couloir maintenant, étudiant les photos encadrées. Chacune d'entre elles montrait mes parents et Aubrey au bal de fin d'année, Aubrey pendant sa brève phase de photographe, Aubrey soufflant des bougies à une fête d'anniversaire où je n'étais même pas invité. Il n'y avait pas une seule image de moi, pas même de ma remise de diplôme universitaire. Je n'avais pas été effacé par accident, j'avais été édité intentionnellement. J'ai erré dans ce qui était autrefois mon bureau. Des vêtements étaient empilés partout, des palettes de maquillage ouvertes sur le bureau, une lampe annulaire installée dans le coin. Une note manuscrite collée au mur disait « Chambre d'Aubrey, ne rien déplacer ». Les 2 points d'exclamation ressemblaient à un couteau. Ce n'était pas une maison, c'était un sanctuaire pour elle. Je suis allé dans le salon et j'ai ouvert un tiroir de la console de télévision. Des piles de courriers non ouverts en sont sortis, des factures, des avis, des formulaires, tous adressés à moi. Des déclarations d'impôts fonciers, des documents d'hypothèque, des avis de service public, certains avec des frais de retard. Il ne m'en avait jamais parlé, il les laissait simplement s'empiler, sachant que je les découvrirais finalement et que je paierais. Une colère familière m'a envahi, mais cette fois, elle ne m'a pas effrayé, elle a tout clarifié. La curiosité, ou peut-être l'effroi, m'a poussé dans l'atelier de mon père. C'était autrefois mon garage organisé, avec des bacs de rangement soigneusement étiquetés et un rack pour les outils que j'utilisais réellement. Maintenant, c'était le chaos, des manuels éparpillés, des clous, des rallonges emmêlés comme des lianes. J'ai ouvert le tiroir du bas de son vieux bureau et j'ai trouvé une pile de documents imprimés étiquetés et propriétés, importants. Mon cœur a battu fort. J'ai soulevé les papiers. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de l'acte de propriété, mon nom seul sur chaque page. À côté, des notes manuscrites de ma mère, entourées de stylos rouges, ajoutées Aubrey comme bénéficiaire plus tard, demander à l'avocat les options de transfert, préparer sa chambre quand elle reviendra à la maison. Ma gorge s'est nouée. Ils n'avaient pas seulement agi comme si la maison était à eux, ils prévoyaient de la transmettre à Aubrey comme si je n'existais pas. Un coup à la porte latérale m'a surprise. Je me suis retourné pour voir Monsieur Reed, le voisin d'en face, emmitouflé dans un manteau d'hiver. « Je ne m'attendais pas à te voir », a-t-il dit avec un sourire amical. « Tes parents nous ont dit qu'ils s'occupaient de tout ici pendant que tu menais ta vie bien remplie. » J'ai forcé un sourire crispé. Je vérifie juste les choses. Il s'est approché. Ils ont mentionné qu'ils pensaient refinancer bientôt, on dit qu'une fois qu'Aubrey se sera installé, la maison sera parfaite pour elle et ses futurs enfants. Il a gloussé chaleureusement, comme si c'était charmant, comme si ce n'était pas un vol au ralenti. Je l'ai remercié, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, mon pouls martelant. Ils avaient réécrit le récit si complètement que même les voisins croyaient que la maison était à eux. J'ai traversé une dernière fois, me laissant sentir chaque piqûre, chaque blessure, chaque moment que j'avais ignoré pendant des années. L'odeur de lavande, les photos, le désordre, les espaces effacés. La preuve de la facilité avec laquelle ma famille m'avait chassé de ma propre vie. Debout dans le salon, mon salon payé par mon salaire, mes sacrifices, mon nom sur l'acte de propriété, j'ai murmuré à voix haute pour la première fois, « C'est ma maison ». Les mots semblaient étrangers, mais ils semblaient justes. Je suis sorti sur le porche et j'ai regardé le quartier. Un panneau, vendu en 3 jours, 2 maisons plus bas se balançait dans la brise. Une étincelle silencieuse a vacillé dans ma poitrine, une petite flamme qui n'avait rien à voir avec la vengeance et tout à voir avec la survie. S'ils voulaient me traiter comme si je n'existais pas, alors il était temps de me retirer de leur histoire et de prendre ma maison avec moi. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage rieur de ma mère disant « Ce qui est à toi est à nous », et je sentais cette finalité froide et plate dans son ton. Au moment où le soleil a traversé les stores le lendemain matin, je savais déjà que je ne pourrais pas supporter une autre année, un autre jour, à les laisser prendre des morceaux de ma vie sans hésitation. Je me suis de nouveau assise à ma petite table de cuisine, le café refroidissant, intact, et j'ai fixé le dossier en manille que j'avais pris de la maison. Il reposait là comme une accusation. Je l'ai rouvert lentement. La photocopie de l'acte de propriété était en haut, mon nom seul. Pas de Carl Jensen, pas de Diana Jensen, pas d'Aubrey. Juste le mien. La vérité légale me regardait, crue et indéniable. En dessous,
il y avait les notes de ma mère, certaines écrites de sa cursive délicate, d'autres griffonnées à la hâte comme si elle essayait de cacher ses intentions même à elle-même. Demandez les options de transfert, écrivait-elle, Aubrey bénéficiaire futur, empêchez Mara d'interférer. Une ligne soulignée 2 fois me serra la gorge, elle n'a pas besoin de cette maison, Aubrey si. Ce n'était pas la première fois que ma mère choisissait ma sœur plutôt que moi, mais c'était la première fois qu'elle essayait de m'effacer de quelque chose que j'avais payé avec ma propre vie, mes propres heures, mon propre épuisement, mon propre espoir d'indépendance. J'ai pris mon téléphone avec des doigts tremblants et j'ai composé son numéro. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix légère et chaleureuse, comme si elle ne m'avait pas volé près de $16 000 moins de 48 heures plus tôt. Mara. J'attendais que tu appelles. Le temps ici est parfait, ensoleillé tous les jours. Aubrey est magnifique. J'ai pris des photos, tu vas adorer. Je dois te parler de la charge, ai-je dit, en gardant ma voix contrôlée. Elle a soupiré bruyamment, irritée. Oh, ne commence pas. C'est Noël, pour l'amour du ciel. Tu es si dramatique. On te remboursera un jour. Tu n'avais pas le droit d'utiliser ma carte. Oh, s'il te plaît, a-t-elle lancé. Tu gagnes bien ta vie, tu ne voyages jamais de toute façon. Ce n'est pas comme si tu faisais autre chose avec. La voix de mon père a coupé en arrière-plan, pâteuse de champagne matinale. Dis-lui de se détendre. Elle devrait être heureuse pour nous. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Et vous y allez tous, même le petit ami d'Aubrey? Bien sûr, Harry ma mère. Quelqu'un doit lui tenir compagnie. Et c'est un voyage en famille. Un voyage en famille auquel je n'étais pas invité, ai-je dit doucement. Il y a eu un bref silence, puis elle a dit, Mara, tu es toujours occupée avec ce travail. Tu n'aurais pas apprécié. De plus, ce qui est à toi est à nous. C'est comme ça que la famille fonctionne. Quelque chose en moi s'est immobilisé. Ce n'était pas de la colère cette fois. C'était de la clarté. Froide, nette, indéniable. Tu y crois vraiment, ai-je demandé. Je le sais, a-t-elle répondu. Nous méritons quelque chose de bien. Ta sœur a besoin d'une pause après tout. N'en fais pas une question d'argent. L'argent. La chose qu'ils n'avaient jamais assez et qu'ils attendaient toujours de moi. La chose pour laquelle je travaillais des heures interminables pendant qu'ils dépensaient librement. La chose qu'Aubrey traitait comme des confettis flottants entre ses doigts sans conséquence. Ma voix est sortie calme, stable, presque sereine. Profite bien de ton voyage, maman. Elle a hésité. Elle n'était pas habituée à ce que je cède. Eh bien, c'est mieux comme ça, a-t-elle dit lentement. Je savais que tu serais raisonnable. J'ai raccroché sans un autre mot. L'appartement est retombé dans le silence, le genre de silence qui donne l'impression que le monde attend votre prochaine décision. Je suis resté assise là un long moment, pensant au nombre de fois où j'avais laissé les conversations se terminer comme ça, elle satisfaite, moi épuisé. Combien de fois je m'étais plié en forme de plus en plus petite juste pour tenir dans l'espace qu'il m'accordait. Pas cette fois. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches, valeur de la maison Raleigh, vendre maison rapidement, droits légaux propriétaire unique. Mon curseur a survolé un article intitulé « Que pouvez-vous faire lorsque la famille vous traite comme une ressource financière ?» Je n'ai pas cliqué. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà la réponse. Un coup à ma porte m'a surprise. C'était ma voisine du dessus, Madame Parker, portant un petit récipient de biscuits au pain d'épices. « J'ai pensé que tu aurais besoin d'un peu de douceur aujourd'hui, » a-t-elle dit gentiment. Je l'ai remerciée, et après son départ, j'ai fixé les biscuits un long moment. La douceur. C'était quelque chose que ma propre maison n'avait pas eu depuis des années. J'ai pris une bouchée, goûtant la cannelle et la chaleur. Et puis j'ai ouvert un nouvel onglet sur mon navigateur, agents immobiliers près de chez moi. Une liste est apparue instantanément. Certains semblaient inexpérimentés, d'autres désintéressés, mais un nom a attiré mon attention, Naomi Pierce, spécialiste des ventes rapides, avis 5 étoiles, des phrases comme « efficace »,« professionnel »,« fait avancer les choses ». Mon doigt a survolé le bouton d'appel. Mon cœur a battu fort. J'ai pensé à ma mère riant sur le balcon de sa croisière. J'ai pensé à Aubrey postant des photos au spa du navire. J'ai pensé à mon père buvant du champagne à mes frais. J'ai appuyé sur le bouton.
Naomi a répondu à la première sonnerie. Ici Naomi, comment puis-je vous aider? Je veux vendre ma maison, ai-je dit. Et je dois le faire rapidement. Elle a fait une pause, juste une seconde, avant de répondre, sa voix nette et sûre. Je peux vous aider avec ça. Quand pouvez-vous me rencontrer? J'ai de nouveau jeté un coup d'œil au dossier en manille, au plan qu'ils avaient fait pour ma maison, à la place où ils avaient réécrit l'histoire pour la revendiquer comme leur. Aujourd'hui, ai-je dit. Je peux vous rencontrer aujourd'hui. Je suis retourné à la maison le lendemain matin avec une énergie différente dans mon corps. Stable, froide, délibérée. Fini de dériver au gré des événements, fini de laisser leur version de la réalité écraser la mienne. J'ai monté les marches de l'entrée, j'ai déverrouillé la porte et je suis entré dans la maison silencieuse avec un but. Cette fois, je n'étais pas là pour me remémorer ou recueillir des souvenirs. J'étais là pour découvrir la vérité qu'ils avaient si bien cachée. Le salon était sombre, les rideaux tirés, comme ma mère les gardait toujours. Je me suis dirigé vers la fenêtre la plus proche et je les ai ouverts, laissant la lumière du soleil entrer comme un projecteur sur tout ce qu'ils avaient pris. J'ai remarqué de petits détails que j'avais manqués auparavant, comment mon tableau encadré préféré avait été remplacé par des imprimés floraux que Diana aimait, comment le tapis que j'avais acheté avait été échangé contre un autre qu'Aubrey prétendait mieux correspondre à l'ambiance, comment même les sous-verts sur la table basse étaient des modèles que je n'avais jamais vus. Si un étranger entrait, il penserait que c'était la maison de Carl et Diana, pas la mienne. J'ai commencé par la cuisine. C'était toujours le domaine de ma mère, mais c'était le mien d'abord. J'ai ouvert chaque tiroir, chaque placard. Je ne savais pas ce que je cherchais jusqu'à ce que je le trouve, une pile d'enveloppes, fourrée dans un tiroir sous le courrier publicitaire. Des factures, des avis, des relevés bancaires, des lettres d'impôts fonciers, tous adressés à moi, aucun d'entre eux n'était ouvert, certains en retard. Une mention en frais de retard estampillée en rouge me fixait comme un avertissement que je n'avais jamais reçu. Ils ne vivaient pas seulement ici gratuitement, ils me cachaient mon propre courrier. Mon estomac s'est noué, mais j'ai continué. Je me suis déplacé à travers la salle à manger et dans le couloir, me sentant plus comme une détective qu'une fille. Je suis entré dans la salle de méditation et que ma mère avait installée dans ce qui était autrefois ma chambre principale. Une musique douce jouait toujours en boucle depuis un petit haut-parleur. L'odeur d'encens persistait, s'accrochant à ma peau. J'ai longé le mur de photos encadrées, des dizaines d'Aubrey souriant à divers événements de la vie. Debout au milieu de la pièce, je les ai comptées, 32 photos de ma sœur, pas une seule de moi. C'était comme s'il m'avait effacé de ma propre vie. J'ai ravalé le nœud dans ma gorge et j'ai continué. La petite chambre d'amis était devenue leur débarras de fortune. Des boîtes étiquetées affaires d'Aubrey, ne pas toucher remplissaient le sol. Je me suis agenouillé à côté d'une et j'ai soulevé le rabat. À l'intérieur se trouvaient des chaussures de créateurs coûteuses, les étiquettes encore attachées, achetées avec de l'argent qu'elle n'avait jamais gagné. En dessous, il y avait des reçus de spa et des notes griffonnées de ma mère, Aubrey doit ça, Mara couvrira le mois prochain. Pas étonnant qu'Aubrey ait agi comme si la vie était une performance exclusivement pour son confort. Elle avait été entraînée pour ce rôle. Je suis entré dans le garage en dernier, l'atelier de mon père. Des outils traînaient sur le sol, des boîtes de quincaillerie, de vieux pots de peinture, du matériel cassé empilé dans les coins. J'ai ouvert un tiroir de son bureau et je l'ai trouvé immédiatement, le dossier en manille que j'avais ramené hier n'était pas le seul. Ce tiroir contenait d'autres dossiers étiquetés et maison, assurance, planification successorale. Mon pouce est accéléré alors que je tendais la main vers celui marqué planification successorale. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés entre mon père et un planificateur successoral local. Des phrases me sautèrent aux yeux, assurer un transfert en douceur à la fille Aubrey, le propriétaire est peu susceptible de résister, préparer les documents nécessaires pour un futur héritage. Un frisson m'a parcouru l'échine. Il ne devinait pas, il n'espérait pas, il complotait. J'ai feuilleté plusieurs pages jusqu'à ce que je trouve celle qui m'a coupé le souffle, une liste de contrôle manuscrite de ma mère. Préparer l'ancienne chambre d'Aubrey, demander à l'avocat le transfert du bénéficiaire, garder Mara occupée, et éviter les discussions sur le déménagement, la maison doit rester dans la lignée familiale. La dernière ligne, soulignée 3 fois, Aubrey mérite la sécurité. Je suis resté là, agrippant le papier, mes doigts tremblants. Il croyait vraiment que ma vie existait pour créer la sécurité de ma sœur, que mon travail, mon argent, ma maison, tout cela était destiné à couler dans une seule direction, vers Aubrey.
Un mouvement soudain dans le coin de mon œil m'a fait me retourner. Quelqu'un s'approchait de la porte de garage ouverte. C'était Monsieur Reed, mon voisin, portant un sac de sel pour le trottoir glacé. Il a souri chaleureusement. « Bonjour, Mara. Je ne m'attendais pas à te voir avant le nouvel an. Tes parents ont dit qu'ils avaient de grands projets de rénovation pour le printemps, quelque chose à propos de refaire la cuisine. Ça avait l'air excitant. » Ma bouche est devenue sèche. « Des projets de rénovation ? » Oh oui, a-t-il continué nonchalamment. Et ils ont mentionné quelque chose à propos de préparer l'étage pour quand Aubrey reviendra, on dit que la maison sera parfaite pour élever ses enfants. J'ai hoché la tête sans mot dire alors qu'il s'éloignait en me faisant un signe amical. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de confirmer. Ils avaient réécrit toute l'histoire si minutieusement que même les voisins croyaient que la maison leur appartenait et appartiendrait un jour à Aubrey. Je suis retourné à l'intérieur, je suis allé à la table de la salle à manger et j'ai étalé tout ce que j'avais trouvé, l'acte de propriété, les emails, les lettres d'impôt, les notes. Les plans pour mon avenir qui ne m'incluaient pas. J'ai fixé la pile un long moment, sentant le poids des années à être la responsable, la fiable, l'invisible. Puis quelque chose a changé, un déclic silencieux dans ma poitrine. Une réalisation si claire qu'elle a résonné en moi comme une cloche. Il n'allait pas changer. Alors, je le ferai. J'ai rassemblé les documents, j'ai pris des photos pour preuve, j'ai verrouillé la maison et je suis retourné dans l'air froid de l'hiver. En marchant vers ma voiture, le vent vif me piquant les joues, j'ai vu un panneau immobilier dans la rue, vendu en 3 jours. La bannière rouge flottait comme un signal envoyé directement à moi. S'ils voulaient planifier mon avenir sans moi, je pouvais planifier le leur sans permission. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai murmuré dans le silence, c'est mon nom sur l'acte. Le lendemain matin, je savais exactement ce que je devais faire. Il n'y avait aucune hésitation, aucune culpabilité me tordant l'estomac, aucune voix me disant d'être raisonnable comme mes parents l'avaient toujours fait. Ce qui me remplissait à la place était un calme lourd et stable, le genre qui s'installe une fois que l'on arrête enfin de se mentir. Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé « Vendre ma maison Raleigh NC ». Les résultats de recherche ont rempli l'écran instantanément, agent, acheteur au comptant, annonce, rapport de marché. J'ai cliqué sur article après article, mon cœur battant lentement et délibérément. Chaque question que j'avais, chaque peur qui m'aurait autrefois obsédé, fondait sous la simple vérité qui me regardait, j'étais le seul nom sur l'acte de propriété. Légalement, financièrement, fondamentalement, cette maison était la mienne, pas la leur. La mienne. Pas de contrat de location, pas de contrat de bail, aucun droit pour y rester. Chaque site web confirmait la même chose, en tant que seul propriétaire, j'avais pleine autorité. Ils avaient traité la maison comme un héritage en attente, comme un cadeau qu'ils me permettaient gracieusement de leur faire un jour. Mais ils ne l'avaient jamais méritée, et ils ne méritaient certainement pas de la garder. J'ai appelé 3 agences immobilières. Les 2 premières m'ont à peine écouté avant de me dire qu'elles étaient complètes jusqu'au nouvel an. Mais la 3e, Naomi Pierce, a répondu à la 2e sonnerie avec un « Ici Naomi, comment puis-je vous aider ?» net et confiant. « Je veux vendre ma maison », ai-je dit. « Vite. » « À quelle vitesse ?» a-t-elle demandé sans sourciller. « Dès que possible. » Elle a fredonné pensivement. « Adresse ?» Je l'ai donnée, m'attendant à moitié à ce qu'elle hésite comme les autres. Au lieu de cela, elle a dit, ce quartier se vend très vite. Pouvez-vous me rencontrer aujourd'hui? Café sur Glenwood à midi. Je nous ai surpris tous les deux en disant oui. 2 heures plus tard, Naomi est entrée dans le café exactement à l'heure, grande et élégante dans un manteau anthracite, portant un portefeuille en cuir. Elle est allée droit au but, dépliant des rapports de marché sur la table. Votre quartier est très recherché, a-t-elle dit en tapotant les chiffres avec son stylo. Maisons unifamiliales avec des mises à jour récentes, excellente valeur. Si vous voulez une vente rapide, nous fixerons un prix stratégique et viserons un acheteur au comptant. Sa confiance m'a redressé le dos. De quoi avez-vous besoin de ma part, ai-je demandé. De transparence, a-t-elle dit. Qui vit actuellement dans la maison? J'ai pris une inspiration. Mes parents et ma sœur. Ils sont hors de la ville. Elle n'a fait une pause que d'1 seconde. Une maison vide est idéale. Cela joue en votre faveur. Nous avons quitté le café et avons conduit séparément jusqu'à la maison. Naomi m'a retrouvé sur le trottoir,
sortant son téléphone pour prendre des notes. Elle a traversé les pièces de manière décisive, ouvrant les placards, examinant les fenêtres, testant les robinets, arpentant les sols. Elle était professionnelle, imperturbable face au désordre, au décor dépareillé, aux preuves que mes parents avaient transformé ma maison en leur royaume personnel. Elle s'est arrêtée dans le salon, étudiant la lumière naturelle. Belle ossature, a-t-elle dit. Le homestaging aidera, mais la structure est solide. Nous nous sommes dirigés vers le couloir. Elle a poussé la porte de l'ancien atelier de mon père et a examiné l'espace. C'est un argument de vente majeur, a-t-elle dit. Beaucoup d'acheteurs recherchent des garages fonctionnels. Une fois les objets personnels enlevés, il se photographiera très bien. Il m'a fallu tout mon sang-froid pour ne pas rire de l'ironie, le chaos de mon père étant un argument de vente. Elle s'est tournée vers moi. Ils ne s'opposeront pas à ces changements? Une réponse froide et honnête est sortie de ma bouche avant que je puisse l'adoucir. Ils n'ont pas leur mot à dire. Naomi a hoché la tête une fois, comme si elle comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Elle a ouvert la voie vers l'extérieur, dans l'arrière-cour, arpentant la clôture. Étant donné la demande du marché, a-t-elle dit finalement, cette maison pourrait être sous contrat dans les 72 heures. Le chiffre est resté suspendu entre nous comme une porte. Êtes-vous prête pour ça, a-t-elle demandé. J'ai pensé au rire de ma mère sur le bateau de croisière, dégoulinant de droit. À mon père insistant sur le fait que je devrais être reconnaissante de payer pour leurs vacances. À Aubrey postant des photos au bord de la piscine avec la légende « Meilleur Noël de tous les temps ». J'ai pensé aux notes qu'il s'était laissées, planifiant comment transférer ma maison à ma sœur. À chaque année où je m'étais sacrifié pour rendre leur vie confortable. Oui, ai-je dit. Je suis prête. À l'intérieur, Naomi a étalé des documents sur la table de la salle à manger. C'est l'accord de mise en vente, a-t-elle expliqué. Une fois que vous aurez signé, je coordonnerai les nettoyeurs, les photographes, les annonces, les visites libres, tout. Ma main a survolé le stylo un instant. La culpabilité a essayé de revenir en rampant. J'ai entendu la voix de ma mère dire « Mara, ne sois pas dramatique » et mon père ajouter « La famille partage tout ». J'ai vu chaque Noël où Aubrey recevait des cadeaux empilés jusqu'au plafond, tandis que les miens tenaient dans un seul sac. J'ai senti la piqûre d'être prié de déménager de ma propre maison parce que ma présence rendait les choses stressantes. J'ai posé le stylo sur le papier et j'ai signé. Naomi a souri. Félicitations. Vous reprenez votre vie en main. C'était une chose si simple à dire, mais les mots ont touché profondément. Reprendre ma vie en main. Je les ai laissés s'installer comme une encre dans ma poitrine. Nous sommes sortis vers sa voiture. L'air d'hiver était vif et propre. Vous aurez de mes nouvelles plus tard dans la journée, a-t-elle dit en se glissant dans le siège du conducteur. Ça va aller vite. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai regardé la maison, les fenêtres que ma mère gardait couvertes, le Porsche que mon père revendiquait comme sien, les pièces qu'Aubrey remplissait de ses ambitions délaissées. Pour la première fois depuis des années, la maison ne ressemblait pas à l'endroit où j'étais mise de côté. Elle ressemblait à un levier. Elle ressemblait à la justice. Elle ressemblait à la mienne. Et bientôt, elle ne serait plus à eux. L'email de Naomi est arrivé dans ma boîte de réception à 7h42 le lendemain matin avec pour objet « Nous sommes en ligne ». Je l'ai fixé un instant, laissant les mots s'imprégner. La maison, ma maison, était officiellement sur le marché. L'annonce comprenait un ensemble de photos lumineuses, mises en scène et impeccables, ne ressemblant en rien à l'espace que mes parents avaient encombré de leur désordre et de leur sentiment de droit. Elle ressemblait de nouveau à une maison que je pouvais libérer, une maison que je n'avais plus besoin de porter sur mon dos. Mon téléphone a vibré avec une nouvelle notification, puis une autre, et une autre. Des photos de la croisière, ma mère avec une coupe de champagne, Aubrey posant en bikini sur le pont, une vidéo de mon père dansant maladroitement lors d'un concours au bord de la piscine. Chaque message était accompagné de petites légendes censées être mignonnes, mais empreintes du même sentiment de droit qui m'avait noyé toute ma vie. Meilleur Noël de tous les temps, j'aurais aimé que tu sois là, Mara, mais tu détesterais le soleil lol, on est si détendu, merci d'avoir rendu ça possible. J'ai posé le téléphone sans répondre. Pour une fois, leur bruit ne pouvait pas m'atteindre. À 9h15, Naomi a appelé. Bonjour Mara, prête pour ton premier bilan de la journée? Je le suis, ai-je dit, bien que mon cœur ait déjà commencé à battre plus vite.
Nous avons eu 37 demandes depuis que l'annonce est en ligne, 6 demandes de visite déjà. J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Ça ne fait qu'une heure. C'est un quartier très prisé, a dit chaleureusement Naomi. Je t'avais dit que ça irait vite. Dès que nous avons raccroché, j'ai senti quelque chose changer, un étrange mélange d'incrédulité, d'adrénaline et un sentiment de validation grandissant. Pendant qu'il buvait du champagne au soleil, je faisais enfin quelque chose pour moi, quelque chose qui ne pouvait pas être défait. Vers midi, je me suis souvenu du jour où j'avais remis la clé de ma maison. C'était 2 ans plus tôt, une conversation tendue dans la cuisine. J'avais suggéré de peut-être y réemménager après avoir eu du mal avec le loyer de mon appartement. Ma mère avait fait une pause, juste assez longtemps pour afficher une grimace de sympathie. Mara, chérie, le dos de ton père est terrible en ce moment. On se sent enfin installé ici. Aller et venir rendrait les choses trop chaotiques. Mon père avait hoché la tête de manière dramatique, comme si déplacer sa brosse à dents lui briserait la colonne vertébrale. Tu as ton propre logement, avait-il dit. Laisse-nous profiter de cette maison. Je n'ai pas lutté. Je suis retourné à mon appartement et j'ai pleuré pendant 2 heures, convaincu que me rejeter était un comportement parental normal. Maintenant, en y repensant, je voyais la manipulation pour ce qu'elle était, un effacement lent, un conditionnement de plusieurs décennies qui m'avait appris à ne pas avoir besoin d'espace, de soutien, ni même d'une maison à moi. À 15h30, Naomi a envoyé un texto, visite numéro 3 terminée. Excellente réaction. Attendez-vous à des offres ce soir. J'ai senti un battement dans ma poitrine. Peur ou excitation? Je n'étais pas sûr. À 16h, un autre message, appelez-moi dès que possible. Je suis sorti sur mon petit balcon, l'air d'hiver me mordant les joues alors que je composais son numéro. Naomi a répondu immédiatement. Nous avons un acheteur au comptant, a-t-elle dit. Un jeune couple marié, ils veulent faire une offre au-dessus du prix demandé. Mon souffle s'est coupé. Au-dessus? Ils adorent la maison. Ils ont dit que c'était l'endroit idéal pour commencer leur vie. Ils sont sérieux et prêts à agir vite. Je me suis appuyé contre la balustrade, fixant le parking en contrebas. Des gens promenaient leurs chiens, portaient leurs courses, vivaient des vies tranquilles et ordinaires. Et moi, j'écoutais des mots qui semblaient irréels. Après tout ce que ma famille avait pris, après chaque année passée à me rétrécir pour garder la paix, quelque chose de bien, quelque chose à moi, se produisait. Quand enverront-ils l'offre, ai-je demandé d'une voix tremblante. Dans l'heure, a dit Naomi. Je vous transférerai tout dès que ça arrivera. Merci, ai-je chuchoté. En raccrochant, mes pensées sont revenues à mon téléphone. Il était sur le comptoir de la cuisine, vibrant toujours. Je l'ai retourné. Un nouveau message de ma mère illuminait l'écran. On pense prolonger la croisière, Aubray veut un autre forfait spa, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Joyeux Noël. Il n'avait aucune idée. Aucune idée que, pendant qu'ils célébraient avec des pina coladas, le sol s'était dérobé sous leurs pieds. Aucune idée que la maison qu'ils traitaient comme leur droit était déjà visitée par des acheteurs. Aucune idée que la porte qu'ils avaient verrouillée derrière eux avant de partir ne leur appartiendrait plus à leur retour. À 17h51, Naomi a de nouveau appelé. L'offre est arrivée. Au comptant, $20 000 au-dessus du prix demandé. La clôture peut avoir lieu dans une semaine. J'ai fermé les yeux, laissant les mots m'envahir comme de l'eau chaude. Une semaine. Toutes les années passées à être invisibles, oubliées, négligées. Et maintenant, tout bougeait avec un élan que je n'aurais pas pu imaginer même quelques jours auparavant. Quand pouvons-nous signer, ai-je demandé. Ce soir si vous êtes disponible, a-t-elle répondu, ou demain matin. Ce soir, ai-je dit. Je veux que ce soit fait. J'ai rencontré Naomi à son bureau alors que le soleil se couchait derrière la ligne d'horizon de Raleigh, peignant le ciel de traînées d'orange profond. La salle de conférence était calme, polie, remplie d'un éclairage doux et de paperasses soigneusement empilées. Naomi m'a expliqué chaque page, contrat d'achat, calendrier de clôture, éventualité. Ma main n'a tremblé que légèrement en prenant le stylo. Chaque signature ressemblait à la reconquête d'un morceau de moi-même. Quand j'ai signé la dernière page, Naomi a joint ses mains. Félicitations, Mara. Vous venez de vendre votre maison. J'ai expiré lentement, presque en riant. Merci, ai-je dit. Vraiment. Elle a soigneusement rangé les documents.
C'est un nouveau chapitre. Vous avez fait le bon choix. Dehors, l'air nocturne semblait électrique, vif, propre, comme de l'oxygène que je n'avais pas respiré depuis des années. Je suis resté près de ma voiture, regardant les lumières scintiller de l'autre côté de la rue, sentant quelque chose se déployer en moi. Mes parents m'avaient dit un jour que la famille partageait tout. Ils allaient apprendre ce qui se passait quand ce partage n'était plus à sens unique. Qu'ils profitent de leur croisière de luxe, car à leur retour, tout serait différent. Le jour de la clôture est arrivé avec le genre de calme qui donne l'impression que le monde retient son souffle. Je me suis réveillé avant mon réveil, je me suis habillé sans allumer la télévision et j'ai bu mon café dans un silence absolu. Ma maison ne serait plus la mienne à midi, et le plus étrange, c'est que je ne ressentais pas de peur, pas de culpabilité, pas de conflit. Juste un sentiment de finalité propre et précis, comme si j'avais atteint la fin d'une phrase que j'essayais de terminer depuis des années. J'ai conduit jusqu'à la propriété un peu plus tôt que ce que Naomi avait demandé. Le son familier du gravier sous mes pneus résonnait dans l'allée vide. Je suis sorti et je me suis tenu devant la maison, admirant le bardage que j'avais repeint moi-même, le porche que j'avais autrefois décoré de citrouilles à l'automne, les fenêtres où j'imaginais mes futurs enfants dessiner des flocons de neige en papier pour Noël. Des rêves que j'avais rangés, des rêves que mes parents avaient piétinés. J'ai repoussé cette pensée et j'ai déverrouillé la porte d'entrée. À l'intérieur, la maison semblait creuse, dépouillée du désordre dont ils l'avaient remplie. Les metteurs en scène avaient bien fait leur travail, tout avait l'air neutre, chaleureux, accueillant. Un instant, je me suis souvenu d'avoir visité la maison pour la première fois, bien avant qu'elle ne devienne un champ de bataille. Je me suis souvenu de l'excitation d'imaginer où iraient mes meubles, comment j'aménagerais la chambre d'amis, comment j'imaginais organiser les fêtes. Cette version de moi semblait si lointaine. J'ai traversé chaque pièce lentement, m'assurant de n'avoir rien laissé derrière moi. Dans le garde-manger, j'ai trouvé une petite boîte en fer que j'avais oubliée, les vieux emporte-pièces de ma grand-mère. Je les ai tenus dans ma main, sentant une soudaine pointe de nostalgie. La dernière chose que j'avais cuite dans cette maison était une fournée de biscuits au sucre avant que mes parents ne me disent qu'ils prenaient le contrôle de la cuisine pour des raisons de stress. J'ai mis la boîte dans mon sac. Dans le placard du couloir, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu, une enveloppe à mon nom, postée 3 mois plus tôt. Je l'ai ouverte avec le bord de mon ongle. À l'intérieur se trouvait un chèque de remboursement de ma compagnie d'assurance, un peu plus de $700. Ils l'avaient intercepté. Même ça, mes parents n'avaient pas pris la peine de me le dire. Je suis resté là un moment, laissant la petite trahison s'installer dans la plus grande. Quand je suis sorti sur le porche arrière, j'ai vu la voiture de Naomi arriver. Elle s'est dirigée vers moi avec son rythme habituel, un porte-bloc à la main. « Bonjour », a-t-elle dit chaleureusement. « Prête pour la visite finale ?» « Je le suis », ai-je dit, et pour une fois, les mots semblaient vrais. Nous avons traversé la maison ensemble. Elle a vérifié les luminaires, les robinets, les appareils électroménagers, les surfaces. Je l'ai suivi tranquillement, regardant l'espace devenir quelque chose auquel je n'appartenais plus, non pas parce qu'il n'était pas le mien, mais parce qu'il m'avait trop pris pour que je reste. Tout a l'air super, a dit Naomi en écrivant sa dernière note. Les acheteurs devraient arriver d'une minute à l'autre. Juste à ce moment-là, une voiture s'est garée dans l'allée. Evan et Lila sont sortis, se tenant la main, les yeux brillants d'anticipation. Ils ont souri comme le font les gens lorsqu'ils marchent vers un avenir qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. Cela m'a frappé alors, je n'ai jamais eu la chance de faire ça avec cette maison. Mais peut-être que c'était ça, la clôture. Salut Mara, a salué Lila en agitant la main. On est si excités. Leur excitation était sincère, ouverte, chaleureuse, non entachée de sentiments de droit. Ils ne me prenaient pas quelque chose, ils recevaient quelque chose que je n'avais plus besoin de porter. À l'intérieur, ils se déplaçaient doucement à travers les pièces, pointant des détails, imaginant des meubles, parlant de l'endroit où irait le berceau quand ils auraient des enfants. La plus petite chambre, ont-ils dit, celle qu'Aubrey avait un jour déclarée trop petite pour quelqu'un comme elle. Vous avez bien pris soin de cet endroit, a dit Evan. J'ai presque ri. S'ils savaient seulement combien de soins il avait fallu pour le sauver des gens qui y vivaient. Quand ils sont montés à l'étage, je suis resté en arrière, debout dans le couloir ensoleillé. Je pouvais entendre leur voix dériver à travers les pièces, pleines d'espoir, d'impatience, remplies du genre de joie que cette maison était censée contenir. Quelque chose en moi s'est adouci pour la première fois. La maison allait être aimée comme il se doit.
De retour au bureau de l'avocat, la paperasse s'étalait sur la table polie comme une carte routière. Naomi était assise à côté de moi, expliquant chaque page, tandis qu'Evan et Lila étaient assis en face, les doigts entrelacés. Le stylo de l'avocat a cliqué une fois. « Sommes-nous prêts à signer ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. J'ai signé mon nom encore et encore, chaque trait de plume plus net, plus stable. À la dernière signature, je me sentis plus légère, comme si je me débarrassais du poids invisible que j'avais porté pendant une décennie. « Félicitations », a dit l'avocat. La propriété appartient maintenant officiellement à la famille Harris. Evan et Lila m'ont souri avec gratitude. Nous promettons d'en prendre bien soin, a dit doucement Lila. J'ai souri en retour. Je sais que vous le ferez. Quand je suis sorti du bâtiment dans l'air froid de décembre, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère. On pense rester quelques jours de plus, Aubrey veut un autre forfait spa, tu peux le couvrir, n'est-ce pas? Joyeux Noël. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai retourné le téléphone et j'ai regardé l'écran s'éteindre. Ils vivaient toujours dans le fantasme qu'ils avaient construit sur mon dos, ne sachant jamais que le sol s'était dérobé sous leurs pieds. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai regardé le bureau de l'avocat par le pare-brise. Tout était fait, final, irréversible. Mon nom n'était plus lié à l'endroit que ma famille avait tordu en leur droit. Je me suis éloigné en sentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la liberté. Nette et brillante comme la lumière du soleil d'hiver. Qu'ils profitent de leur croisière, ai-je pensé, car à leur retour, la vie qu'ils s'étaient scénarisée serait terminée. Leur bateau de croisière a accosté juste après le lever du soleil, le ciel strié de rose et d'or alors que les voyageurs descendaient en traînant les pieds, la peau brûlée par le soleil et les cheveux emmêlés. Mes parents étaient parmi eux, traînant des valises assorties et se plaignant bruyamment de leur matinale. Aubrey a filmé une courte vidéo pour ses réseaux sociaux, faisant la moue à la caméra en disant « Retour à la réalité, bouh ». Mon père a ri et lui a tapé dans le dos. La réalité n'est pas si mal quand on a une maison qui nous attend. Maison. Ils ont dit le mot comme s'il leur appartenait. Ils ont embarqué sur leur vol, rayonnant encore du luxe qu'ils n'avaient pas payé. Diana m'a envoyé un texto avec une photo d'elle, appuyée contre la balustrade du navire, avec la légende « Meilleur Noël de tous les temps, tu as raté ça ». 1 heure plus tard, en route pour la maison, j'espère que la maison est chaude. Et finalement, d'Aubrey, Serette, peux-tu recharger ta carte? Je veux acheter du parfum en duty-free. Je n'ai pas répondu. Ni à ce moment-là, ni jamais plus. Lorsque leur Uber s'est arrêté dans l'allée de ce qu'ils croyaient encore être leur maison, le soleil d'hiver était bas et vif, se reflétant sur les fenêtres. Aubrey a frissonné de manière dramatique en sortant. Diana a marmonné à propos du froid. Karl a grogné en cherchant la clé de la maison qu'il avait fièrement insisté pour garder parce que « je suis l'homme de la maison ». Il a enfoncé la clé dans la serrure. Elle n'a pas tourné. Il a réessayé, plus fort. Le métal a raclé bruyamment. Diana a levé les yeux au ciel. Karl, honnêtement, tu casses toujours tout. Laisse-moi faire. Elle a essayé. Rien. Aubrey a soupiré. Peut-être que la serrure a gelé. Hugh, ce quartier. Karl a frappé à la porte, agacé. Ouvrez, a-t-il crié comme si la maison allait obéir. Des pas se sont approchés de l'intérieur. La poignée a tourné. La porte s'est ouverte, et au lieu de moi, ou de la version de moi qu'ils imaginaient, recroquevillée de l'autre côté, se tenait Lila Harris, portant un pull confortable, les cheveux en chignon lâche, une tasse de café lui réchauffant les mains. Elle a cligné des yeux en voyant les 3 inconnus sur son porche. « Puis-je vous aider » Karl a bombé le torse. « Nous habitons ici. » Lila a froncé les sourcils. « Je suis désolé, quoi ?»« Nous habitons ici », a répété Diana, sa voix montant. « C'est notre maison. » Derrière Lila, Evan est apparu. « Y a-t-il un problème ?» Karl a aboyé, « Pourquoi êtes-vous dans notre maison ?» Lila et Evan ont échangé un regard alarmé avant qu'Evan ne réponde calmement, « Monsieur, nous avons conclu l'achat de cette maison hier. » Diana s'est figée. La bouche d'Aubrey est tombée. Karl a secoué la tête violemment. « Non, non, c'est impossible. Nous vivons ici depuis des années. » Lila a ouvert la porte un peu plus grand et a brandi un dossier, le dossier de clôture que Naomi leur avait donné. Page après page montrait leur nom,
leur signature, leur propriété officielle. La peau de Diana est devenue pâle. Aubrey a éclaté en sanglots instantanément, pleurant comme elle le faisait enfant lorsqu'on lui refusait un jouet. Il doit y avoir une erreur, a lancé Diana. Nous appelons la police. Ironiquement, quelqu'un d'autre l'avait déjà fait. Des voisins s'étaient rassemblés sur le trottoir, attirés par les cris, et l'un d'eux avait signalé un trouble. En quelques minutes, une voiture de patrouille s'est arrêtée. Un officier est sorti, calme mais ferme. Quel semble être le problème ici? Karl a pointé du doigt la maison. Ces gens sont entrés par effraction chez nous. L'officier a demandé les pièces d'identité, a regardé les documents, a fait une vérification rapide dans la base de données. Puis il s'est redressé, sa voix finale. Monsieur, selon les registres du comté, la famille Harris est le propriétaire légal de cette propriété. Vous êtes en situation d'intrusion. Vous devez partir immédiatement. Diana s'est effondrée, sanglotant de manière incontrôlable. Aubrey s'est accroché à sa valise, des larmes coulant sur son visage. Karl a balbutié, devenant rouge. Il doit y avoir une erreur. Notre fille est propriétaire de cette maison. L'officier a secoué la tête. Plus maintenant. Aubrey a attrapé son téléphone. Appelle Mara. Appelle-la. Karl a composé mon numéro. Je n'ai pas répondu. Diana a essayé. Je n'ai pas répondu. Aubrey a essayé. Directement sur la messagerie vocale. Pendant ce temps, la famille Harris s'est excusée poliment auprès de la police pour la confusion et a doucement fermé la porte. Le verrou a cliqué. Mes parents sont restés sur le porche, leurs valises à leurs pieds, leur dignité s'effondrant en morceaux. De retour dans mon appartement, je me suis assise sur mon canapé, fixant mon téléphone. L'écran était illuminé comme un sapin de Noël, textos, appels manqués, messages vocaux. 50 appels manqués en moins de 6 heures. J'ai finalement écouté le premier message vocal. Mara, rappelle-moi tout de suite, claqua la voix de ma mère. Il se passe quelque chose d'étrange. Des gens sont dans la maison. Tu ne nous as pas dit que quelqu'un la louait. Le deuxième était plus en colère. Règle ça. Tu m'entends? Règle ça. Le troisième venait d'Aubrey, frénétique et aigu. Pourquoi y a-t-il des inconnus dans notre maison? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai avancé. Au message vocal numéro 10, la voix de ma mère avait changé. Elle craquait de peur. Mara, s'il te plaît. On ne comprend pas. La police nous a fait partir. Rappelle-nous. Tu ne peux pas nous faire ça. Au message vocal numéro 15, la colère avait disparu, seule la panique restait. On n'a nulle part où aller. On est dans un motel. La carte de ton père ne marche pas. S'il te plaît, appelle. Je suis resté assise en silence, mon pouce survolant le bouton de suppression. Puis j'ai appuyé. Un message vocal a disparu, puis un autre, et un autre. Un par un, j'ai effacé leurs cris, leurs exigences, leurs manipulations. Des années de culpabilité compressées en fragments numériques que je n'avais plus besoin de porter. Dehors, le monde continuait. Des voitures passaient, des enfants riaient, quelqu'un promenait son chien. À l'intérieur, je ne ressentais rien d'autre qu'une légèreté indescriptible. Il faisait enfin face aux conséquences. Des conséquences que je n'avais pas besoin de modérer, d'adoucir ou de les ensauver. J'ai posé mon téléphone, j'ai coupé le volume et j'ai fait ma dernière valise pour mon vol du lendemain matin. Pour la première fois depuis des années, leur chaos n'était pas ma responsabilité. Cette fois, je me choisissais. J'ai quitté Raleigh avant l'aube, le ciel encore assez sombre pour que les lumières de la ville se transforment en halo doux sur le trottoir mouillé. Je n'ai pas pris la peine d'allumer la radio. Le silence semblait plus propre, plus léger. Ma voiture était chargée de seulement 2 valises et une boîte d'essentiel. Le reste était soit donné, soit déjà expédié à Boulder. Je n'ai pas regardé en arrière en m'engageant sur l'autoroute. J'avais déjà laissé cette version de moi derrière moi. Raleigh s'est estompé au loin alors que les panneaux de l'aéroport apparaissaient. Je me suis garé, j'ai traîné mes bagages à l'intérieur et je me suis enregistré sans le nœud familier de l'effroi qui avait vécu dans mon estomac pendant des années. À la porte d'embarquement, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les avions rouler et décoller, l'un après l'autre, chacun se détachant du sol sous lui. J'avais l'impression de faire de même.
J'ai allumé mon téléphone un instant, juste assez longtemps pour voir le flot d'appels manqués qui attendait comme une tempête dans laquelle je refusais d'entrer. Des dizaines de ma mère, des dizaines de mon père, d'autres d'Aubray. Dès que les notifications ont fini d'affluer, j'ai de nouveau éteint le téléphone. Je n'avais pas besoin de leur voix résonnant dans ma tête alors que j'embarquais sur un vol vers une vie qu'ils ne voulaient pas que j'aie. L'appel à l'embarquement a résonné dans le terminal. J'ai attrapé mon bagage à main et j'ai rejoint la file. Mes mains tremblaient un peu, non pas de peur, mais de quelque chose comme une libération. Quand l'avion a décollé, rallègue rétrécissant en dessous, j'ai senti un poids se desserrer en moi. J'ai regardé la ville se fondre dans les nuages. Quelque part au-dessus du Tennessee, un aperçu de message vocal est apparu sur mon écran de verrouillage avant que le téléphone ne s'éteigne complètement. Une seule ligne à jouer avant que l'appareil ne s'éteigne à nouveau, la voix de ma mère craquant à travers le statique. « Comment as-tu pu abandonner ta famille comme ça ?» Les accusations ont glissé sur moi comme de la fumée. Pour une fois, elles n'ont pas pénétré. Quand l'avion a atterri au Colorado, les montagnes m'ont accueilli comme quelque chose sorti d'une carte postale, massive, enneigée, ancienne et immobile. J'avais oublié ce que la beauté ressentait quand elle n'était pas liée aux besoins de quelqu'un d'autre. L'air froid a frappé mon visage en sortant, vif et revigorant. J'ai inspiré profondément. C'était à moi maintenant. J'ai récupéré ma voiture de location et j'ai conduit vers le petit Airbnb que j'avais réservé près du centre-ville de Boulder. La ville bourdonnait d'un doux murmure, des étudiants à vélo, des familles promenant leurs chiens, l'odeur de café s'échappant des portes ouvertes des cafés. Je me suis garé, j'ai traîné mes bagages à l'intérieur et je me suis effondré sur le lit avec une longue expiration. Pour la première fois depuis des années, l'espace autour de moi ne semblait pas être quelque chose pour lequel j'avais besoin d'une permission d'occuper. Le lendemain matin, après une nuit agitée mais pleine d'espoir, je suis entré dans le cabinet de conseil financier pour mon entretien. Le bureau était chaleureux, rempli de lumière naturelle et décoré d'œuvres d'art qui semblaient appartenir à une vraie galerie, pas à une salle d'attente. Les gens souriaient en me croisant, non pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de moi, mais parce qu'ils étaient simplement gentils. L'entretien lui-même semblait surréaliste. La responsable du recrutement a réellement écouté quand je parlais, a posé des questions réfléchies et a traité mon CV comme s'il avait de la valeur. Quand elle a dit « Votre expérience est impressionnante », ma gorge s'est nouée. Je n'étais pas habitué aux éloges qui n'étaient pas attachés à une obligation. « Nous aimerions vous offrir le poste », a-t-elle dit 1 heure plus tard, « si vous êtes intéressé. » Je le suis, ai-je dit, et je le pensais. En retournant à mon Airbnb, je me sentis plus grande, plus légère, entière. Cet après-midi-là, la réception a appelé ma chambre. « Mademoiselle Jensen, quelqu'un a téléphoné pour vous », a dit le réceptionniste. « Nous ne donnons pas d'informations sur les clients, mais nous pensions que vous devriez savoir. » Mon estomac s'est noué un instant, se préparant instinctivement au danger. Vieux conditionnement. Puis j'ai expiré lentement. « Merci », ai-je dit. Je n'attends aucun appel. J'ai raccroché et j'ai laissé le silence s'installer. Ils me cherchaient, fouillaient, se démenaient. Mais leur panique n'était plus ma responsabilité. Je ne leur devais ni ma localisation, ni ma sécurité, ni mon temps. Plus tard, un texto est arrivé d'une cousine éloignée. « Tes parents sont dans un motel. Ils se disputent sans arrêt. Aubray est parti plus tôt et n'est pas revenu. Je pensais que tu voudrais savoir. Mais je ne voulais pas. Pas vraiment. » Cette culpabilité qui m'avait rongé autrefois me semblait maintenant étrangère, comme une langue que je ne parlais plus. J'ai posé le téléphone et je suis allé me promener, laissant l'air froid de la montagne me vider l'esprit. Les rues étaient bordées de librairies, de petites boutiques, de cafés brillants de lumière chaude. Je me suis arrêté dans l'un d'eux et j'ai commandé un latte, le sirotant près de la fenêtre. Cette vie calme, douce et ordinaire, me semblait être quelque chose que j'avais toujours cherché sans m'en rendre compte. 2 jours plus tard, j'ai commencé la thérapie. La première séance a été plus difficile que prévu. J'ai parlé de la maison, des années de sacrifice, du favoritisme qui m'a façonné, de la contorsion émotionnelle nécessaire pour être la bonne. La thérapeute a hoché la tête doucement et a dit une phrase qui m'a fait mal à la poitrine, « Ce que vous décrivez n'est pas une dynamique familiale, c'est de l'exploitation. » Entendre quelqu'un d'autre le dire, calmement et professionnellement, a fait monter des larmes inattendues. Pas du chagrin, de la reconnaissance. J'ai vendu la maison, lui ai-je dit. Et je suis parti. Elle a souri doucement.
vous vous êtes sauvé. Cette nuit-là, je me suis assise sur le balcon de mon Airbnb, enveloppée dans une couverture, regardant la lueur rose s'estomper des montagnes. J'ai rallumé mon téléphone. Un nouveau message d'Aubrey est apparu. Mara, s'il te plaît, on doit parler. Pas de demande, pas de menace, juste de la peur. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais je ne l'ai pas bloqué non plus. Alors que le ciel s'assombrissait et que les montagnes disparaissaient dans l'ombre, j'ai murmuré dans la nuit, quoi qu'il arrive, je ne reviendrai pas en arrière. Et pour la première fois, j'en étais certaine. Le coup à la porte est venu juste après le coucher du soleil, un tapotement doux et hésitant qui s'élevait à peine au-dessus du son du vent frôlant le balcon. Je n'attendais personne. J'avais à peine dit à quiconque à Boulder que j'existais. Un instant, j'ai envisagé de l'ignorer, de faire comme si je n'étais pas à la maison. Mais quelque chose dans le rythme, lent, incertain, presque tremblant, m'a attiré vers la porte. Quand j'ai ouvert, Aubrey se tenait là. Ses cheveux blonds pendaient mollement autour de son visage, sans maquillage, des cernes sombres sous les yeux. Elle avait une valise à côté d'elle et un sac à main serré contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Elle avait l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue, comme si le poids du chaos de nos parents avait finalement commencé à l'écraser. J'ai engagé un détective privé, a-t-elle dit avant même que je puisse parler. Sa voix était craquelée, fine et instable. S'il te plaît, Mara, laisse-moi juste entrer. Je me suis reculé sans mot dire et je l'ai regardée s'effondrer sur mon canapé, comme si elle s'était tenue debout par pure force de volonté. Elle a jeté un coup d'œil à l'appartement, modeste, propre, calme, si différent de la maison qu'elle avait un jour prétendu être la sienne. Ses yeux se sont attardés sur les plantes près de la fenêtre, la couverture pliée sur le fauteuil, l'imprimé encadré au mur. Une maison construite par quelqu'un qui a finalement appris à se choisir. Tu as un bel endroit, a-t-elle chuchoté en essayant de sourire. Il s'est évanoui instantanément. Tu as l'air d'aller bien. Je vais bien, ai-je dit simplement. Elle a hoché la tête, déglutissant difficilement. Je m'en doutais. Puis elle a couvert son visage de ses mains et a sangloté, ses épaules secouées. J'ai observé un moment, laissant les émotions s'installer avant de m'asseoir dans le fauteuil en face d'elle. Que veux-tu, Aubrey? Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa manche. M'excuser. Sa voix a vacillé, mais ses yeux ont rencontré les miens avec quelque chose que je n'avais jamais vu en eux auparavant, l'honnêteté. Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux voir. Je ne t'en veux pas. Mais j'avais besoin de te parler face à face. Je n'ai rien dit. Je voulais tout entendre. Elle a pris une inspiration, se ressaisissant. Vivre avec maman et papa ces dernières semaines. Elle a frissonné. C'est l'enfer, Mara. Ils sont impossibles. Ils me reprochent tout. Ils crient, se disputent toute la nuit. Ils agissent comme si je leur devais quelque chose, comme si j'avais ruiné leur vie. J'ai haussé un sourcil. Ça te dit quelque chose? Aubrey a laissé échapper un rire amer. Oui, c'est vrai. Elle s'est tordu les doigts. Je ne comprenais pas ce qu'il te faisait. Pas vraiment. Je pensais que tu étais juste dramatique ou trop indépendante. Je pensais qu'il comptait sur toi parce que tu étais plus forte. Je ne réalisais pas qu'il te vidait. Tu les as aidés à me vider, ai-je dit doucement. Elle a tressailli, des larmes remplissant ses yeux. Je sais. Et je suis désolé pour tout. Je me suis penché en arrière, croisant les bras. Désolé et n'efface pas des années, Aubrey. Elle a de nouveau hoché la tête, les épaules affaissées. Je sais. Je sais. Mais j'avais besoin que tu comprennes quelque chose. Elle m'a regardé avec une crudité qui m'a serré la poitrine. Maman et papa me traitent exactement comme ils te traitaient. Rien de ce que je fais n'est assez bien. Tout est de ma responsabilité. Ils s'attendent à ce que je répare des choses que je n'ai pas cassées. Ils disent que je suis égoïste si je ne leur donne pas tout. Sa voix s'est brisée. Ils me noient, Mara. C'était là. La prise de conscience que j'avais attendue toute ma vie, arrivant non pas avec triomphe, mais avec une étrange tristesse douloureuse. Je n'arrêtais pas de penser, a-t-elle continué, que si j'essayais plus fort, ils m'apprécieraient. Mais non. Ils veulent le contrôle. C'est tout ce qu'ils ont toujours voulu. J'ai expiré lentement. C'est ce que j'ai passé 30 ans à essayer d'expliquer.
Aubrey a hoché la tête, pleurant à nouveau. Ils m'ont dit que la maison serait à moi un jour. Ils m'ont fait y croire. Ils m'ont fait penser que tu ne t'en souciais même pas, que tu n'en voulais pas, sa voix s'est raffermie. Mais quand tu l'as vendue, j'ai enfin vu la vérité. Elle n'a jamais été à eux pour la donner. C'était la tienne. Et ils t'ont traité comme si tu ne comptais pas, je l'ai regardé un long moment. Tu n'as pas remis ça en question. Je sais, a-t-elle dégluti. Parce que j'en bénéficiais. Parce que j'étais égoïste. Parce que je me suis laissé croire à leur version des choses. Son honnêteté a été un coup doux à la poitrine, douloureux mais réel. Elle a essuyé ses yeux. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne m'attends pas à ce que tu me laisses revenir dans ta vie. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin. Nous sommes restés assises en silence, le genre de silence qui ressemble à de vieilles blessures qui respirent. Après un moment, j'ai demandé, alors, que veux-tu maintenant? Elle a ri d'un air tremblant. Je ne sais pas. Je ne veux plus vivre avec eux. Je ne veux pas être leur marionnette. Mais je ne sais pas comment m'en aller. Toi, tu l'as fait. Comment? Je l'ai regardé attentivement. Je me suis choisi. Tu devras faire de même. Ils ne changeront pas. Ils ne deviendront jamais soudainement des parents différents. Tu dois cesser de leur donner accès à toi. Aubrey a hoché la tête lentement, absorbant la vérité. Je pense que je le savais. Je ne voulais juste pas que ce soit vrai. Nous nous sommes levés en même temps, presque en synchronisation. Elle a hésité, puis a fait un pas en avant et m'a serré dans ses bras. Pour la première fois depuis des décennies, cela ne ressemblait pas à une performance. Cela ressemblait à une reddition. Je suis vraiment désolé, a-t-elle chuchoté à mon épaule. Je sais, ai-je dit doucement. Mais des excuses ne signifient pas une réconciliation. Cela signifie juste de l'honnêteté. Elle a hoché la tête, l'acceptant. Quelques minutes plus tard, elle a pris sa valise et s'est dirigée vers la porte. Au revoir, Mara. Au revoir, Aubrey. Quand la porte s'est fermée derrière elle, je suis resté dans le calme de mon appartement, les montagnes brillant faiblement au-delà de la fenêtre. Pour la première fois, nous n'étions pas l'enfant prodige et l'oublié. Nous étions juste deux femmes essayant de survivre aux mêmes parents. 1 an plus tard, je me suis réveillé avec une lumière douce se répandant sur le sol de ma chambre, le pâle soleil du Colorado se levant derrière les sommets enneigés devant ma fenêtre. Mon chat, Junipé, s'est étiré à côté de moi, me poussant le bras avec sa tête jusqu'à ce que je la gratte derrière les oreilles. L'appartement était calme, chaleureux et entièrement le mien. Il n'y avait pas de pas dans le couloir qui n'étaient pas les miens, pas de voix appelant mon nom avec des exigences attachées, pas de poids persistant de culpabilité pesant sur mes côtes. Juste le matin, les montagnes et une vie que j'avais enfin commencé à construire selon mes propres termes. J'ai préparé du café et je me suis tenu près de la porte du balcon alors que la vapeur s'enroulait dans l'air frais. Il y a 1 an, tout dans ma vie semblait s'effondrer. Maintenant, tout semblait possible. Mon travail au cabinet de conseil était devenu quelque chose de stable et d'épanouissant. J'avais obtenu une promotion 3 mois plus tôt, et pour la première fois de ma carrière, mon travail était vu, apprécié, sans condition, loué sans attente. Mes collègues m'invitaient à des randonnées le week-end, à des repas partage, à des dîners. J'avais des amis qui n'avaient pas besoin que je les sauve, des amis qui appréciaient simplement qui j'étais. C'était un ajustement étrange et magnifique. En sirotant mon café, mon téléphone a vibré avec un message de ma cousine. Elle envoyait des nouvelles toutes les quelques semaines, non pas parce que je le demandais, mais parce qu'elle comprenait que parfois, la clôture vient par morceaux. Mes parents avaient finalement emménagé dans un appartement exigu de 2 chambres à 1 heure de Raleigh. Ma mère travaillait à temps partiel dans une épicerie, quelque chose qu'elle m'avait dit un jour qu'elle ne serait jamais surprise à faire. La santé de mon père avait décliné, et il utilisait maintenant une canne. Leur situation financière était tendue et désordonnée. La société de cartes de crédit avait terminé son enquête sur la fraude et les avait tenus responsables des frais sur ma carte. Aubrey avait déménagé à Atlanta. Elle avait trouvé un emploi dans un salon et loué un petit studio. Elle ne demandait rien à mes parents, et ils se plaignaient constamment de son abandon, mais elle ne cédait pas. La dernière nouvelle disait qu'elle allait mieux, toujours en difficulté, mais grandissant d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Je ne ressentais plus de colère en entendant ces nouvelles, ni de satisfaction. Juste de la distance.
Une sorte d'acceptation douce. Ce matin-là, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres, adressée de l'écriture de ma mère. Je l'ai montée, je me suis assise à ma table de cuisine et je l'ai ouverte. Les pages à l'intérieur étaient remplies de griefs, d'accusations, d'affirmations dramatiques selon lesquelles j'avais détruit la famille, que je me souciais plus de l'argent que du sang, qu'elle avait toujours agi par amour. Il n'y avait aucune prise de responsabilité, aucune reconnaissance des années que j'avais passées à les porter. Juste le même vieux scénario. J'ai glissé la lettre dans ma déchiqueteuse et je l'ai regardée disparaître en fines lanières bouclées. Certaines portes ne sont pas destinées à être rouvertes. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé au marché fermier local. Les vendeurs lançaient des salutations, des chiens tiraient sur leurs laisses, et l'air sentait la cannelle et les noix de pécan grillées. J'ai acheté des fleurs fraîches et une miche de pain au levain et je suis rentré à la maison avec un petit sourire aux lèvres. La facilité de tout cela me surprenait encore. La facilité n'était pas quelque chose que j'avais été autorisé à expérimenter en vivant sous les attentes de mes parents. La facilité avait été interdite. Maintenant, c'était mon compagnon de tous les jours. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon avec une couverture autour de mes épaules, regardant le soleil se coucher derrière les rocheuses dans des teintes d'or et de lavande profonde. Une brise transportait l'odeur du pain et de l'air froid. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré la vie que j'avais choisie. J'ai pensé à la maison. J'ai pensé au clic du stylo lorsque j'ai signé les papiers, au moment où j'ai emballé ma dernière boîte, au message vocal que j'ai supprimé, au vol pour le Colorado, à la première nuit où j'ai dormi sans craindre un appel téléphonique exigeant quelque chose de moi. Vendre la maison n'était pas une vengeance, pas vraiment. C'était une rupture des chaînes que j'avais portées si longtemps que j'avais oublié qu'elles étaient là. C'était choisir ma santé mentale plutôt qu'un héritage d'obligations. C'était le premier moment où j'avais jamais pleinement assumé ma propre vie et dit assez. Certaines personnes pensent que lâcher prise est de la cruauté, mais parfois, lâcher prise est le seul moyen de survivre à des gens qui refusent de vous voir comme un être humain. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un seul texto d'Aubrey. J'espère que tu vas bien. J'essaie de faire de mon mieux, moi aussi. Je l'ai lu 2 fois. Une petite chaleur a fleuri dans ma poitrine. Pas de réconciliation, pas de réparation, mais la vérité. Elle faisait la seule chose que nos parents ne nous avaient jamais appris à faire, essayer. J'ai tapé une réponse simple, j'espère que tu vas bien, toi aussi. Pas plus, pas moins. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé les montagnes brillantes du dernier souffle de la lumière du jour. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose comme la paix. Profonde, calme, indéniablement mienne. Parfois, la partie la plus difficile de la guérison est d'admettre combien de temps vous êtes resté là où vous n'étiez jamais censé être. Si vous écoutez ceci et que vous vous êtes éloigné d'un schéma toxique, ou si vous êtes sur le point de prendre cette décision maintenant, j'espère que mon histoire vous rappellera qu'il n'est pas égoïste de vous sauver. Parfois, c'est la chose la plus courageuse que vous ferez jamais. Et si une partie de mon parcours vous a parlé, j'adorerais entendre votre histoire aussi. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, cela aide plus que vous ne le pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires de courage, de guérison et de reconquête de votre vie, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à rester avec moi pour le prochain chapitre. Nous construisons quelque chose de fort ici, et vous méritez d'en faire partie.